Bonsoir à toutes et à tous, c'est la grande édition du soir, voici les titres. 8 nouveaux diplomates accrédités à Dakar, les ambassadeurs du Yémen, de Malte, de la République dominicaine, des Philippines, de Suède, de Norvège, de la Serbie et du Salvador ont remis ce vendredi leur lettre de créance au chef de l'État. La promesse des fleurs a porté ses fruits, 100 milliards de francs CFA récoltés au séminaire intergouvernemental France-Sénégal. 6 accords, 5 feuilles de route figurent également dans les résultats de la rencontre de Paris. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux. Dakar, capitale africaine de lutte contre la poliomyélite. Le forum pour la vaccination et l'éradication de la maladie s'ouvre demain au CICAD sous la présidence du chef de l'État. Ce soir, nous ferons l'état des lieux de la poliomyélite avec notre invité, Dr Barnabé Nig, directeur général de la santé publique. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a reçu ce vendredi les lettres de créance des ambassadeurs du Yémen, de Malte, de la République dominicaine, des Philippines, de Suède, de Norvège, de la Serbie et du Salvador. En souhaitant la bienvenue à ces ambassadeurs non résidents, le président Macky Sall a rappelé la tradition d'ouverture que sous-entend l'action gouvernementale, l'action diplomatique du Sénégal au Martinique. C'est l'ambassadeur du Yémen qui ouvre la série, Dr Salem Saleh El Erada, poignée de main suivie d'une remise de sa lettre de créance. Il sera suivi de son collègue de l'ordre souverain de Malte, son nom, Bruno de Benji des Porches. Amaury Justo Duarte, très heureux d'être reçu par le chef de l'État. Merci de vous connaître. Quatrième sur la liste, Leslie Baja, ambassadeur des Philippines. Il dépose sa lettre de créance entre les mains du président de la République. Mia Rimbi est l'ambassadeur de Suède. Très bien. C'est un honneur de vous présenter, de remettre la lettre de créance du roi Carl XVI Gustave. Un autre pays scandinave, la Norvège, représenté par Ingrid Mollestad. Très bien, merci. J'ai l'honneur de vous remettre mes lettres, signées par le roi Harald V de Norvège. Ivan Boyer, ambassadeur de la Serbie, a également présenté sa lettre de créance au chef de l'État. Il sera suivi de Ignacio de Cassio Pérez de Mendoza, ambassadeur du Salvador. Au total, 7 pays plus une entité, les ambassadeurs sont porteurs de lettres par lesquelles leurs autorités respectives les accréditent au Sénégal. Je m'en réjouis vivement et vous souhaite la bienvenue. Recevez mes chaleureuses félicitations et tous mes vœux de succès dans l'exercice de vos missions. Je vous prie également de transmettre à vos dirigeants respectifs mes salutations cordiales et le témoignage renouvelé de mon attachement aux relations amicales qui lient le Sénégal et chacun de vos pays et entités que vous représentez ici. Ce sont des ambassadeurs non résidents. Ils présentent leurs lettres de créance dans un contexte de crise multiforme que rappelle le président de la République, Macky Sall. Assurément, la conjugaison de tous ces facteurs rend notre époque trouble et incertaine. Pour autant, nous devons rester résilients et œuvrer à surmonter les périls devant nous. C'est dire plus que jamais, il faut travailler à apaiser les esprits et soigner nos maux. Le Sénégal est un pays d'ouverture, de dialogue, de tolérance et de respect de la diversité, des valeurs qui fondent son action diplomatique. Cette tradition d'ouverture, nous la pratiquons aussi à l'échelle internationale. Votre présence ici, venant d'aires géographiques et civilisationnelles diverses, en porte témoignage. Et c'est ce que notre premier président, Léopold Sédar Senghor, appelait le rendez-vous du donner et du recevoir pour réaliser la civilisation de l'universel, qui est une symbiose de toutes les cultures et de toutes les civilisations.
Avec respect et amitié, le Sénégal entend revitaliser et raffermir les relations avec ses pays respectifs. Pour cela, les ambassadeurs sont assurés du soutien et de la collaboration du président Macky Sall et de son gouvernement. Le chef de l'État a également reçu un envoyé spécial de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Younes Sekouri, et porteur d'un message dont la teneur porte sur l'excellence des relations entre la République du Sénégal et le royaume chérifien comme symbole de ces liens séculaires, le soutien du Sénégal à l'équipe du Maroc avec cet appel du président Macky Sall au roi du Maroc après la qualification en quart de finale. Voici Younes Sekouri, ministre marocain de l'inclusion économique, que nous écoutons au micro de nos reporters. J'ai eu l'honneur aujourd'hui d'être reçu en audience par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant qu'émissaire spécial de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. C'est toujours un honneur et un plaisir de se retrouver au Sénégal, un pays frère et ami. C'est aussi une occasion pour réitérer les liens exceptionnels, d'abord entre nos deux dirigeants et naturellement entre nos deux peuples. Ce sont des liens qui ont des ramifications diverses. Comme vous le savez bien, ce sont des liens qui sont portés sur l'avenir, mais qui puisent leur force dans l'histoire commune de nos deux pays. Et je pense qu'aujourd'hui, Monsieur le Président nous a donné le temps nécessaire pour pouvoir échanger autour d'un certain nombre de sujets d'intérêt commun, comme vous pouvez l'imaginer, des sujets qui intéressent la jeunesse entre nos deux pays, les forces vives de nos deux nations, l'économie, le social. Et je suis encore une fois très ravi et content de pouvoir partager ces moments juste avant le match que va avoir notre pays, enfin le Maroc qui est votre pays aussi, demain. Et nous avons été très très contents du soutien de son Excellence, de l'appel qu'il a eu avec Sa Majesté, que Dieu l'assiste, mais également du soutien du peuple, de l'ensemble du peuple sénégalais. Quelle joie, quel plaisir et quelle reconnaissance du Maroc vis-à-vis du Sénégal. Le président Macky Sall a aussi reçu la responsable des programmes globaux de la Fondation Buffett. Les échanges ont porté sur la collaboration entre le gouvernement du Sénégal, notamment dans les domaines de la santé et des violences faites aux femmes. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. J'ai eu le plaisir de passer du temps avec le président Macky Sall pour venir le saluer et ensuite avoir une discussion avec lui sur un programme que la Fondation Buffett, Susan Buffett, a avec le Sénégal, un partenariat que nous avons lancé depuis le mois d'août sur la santé, en particulier la santé des femmes, la santé de la reproduction surtout. Donc nous travaillons sur ce programme que nous avons lancé depuis le mois d'août. Nous avons fait la revue de tout le processus que nous sommes en train de faire. Il y a des progrès que nous avons déjà fait au titre de ce programme. Nous avons également discuté d'autres sujets comme l'égalité en genre, n'est-ce pas, et également la lutte contre la violence faite aux femmes. Donc c'est une question que nous avons abordée et également nous avons abordé d'autres initiatives à l'échelle du continent que le président, en tant que président en exercice de l'Union africaine, est en train de mener. Et donc nous travaillons également avec le président au plan continental pour faire avancer ces causes. Et donc sur tous ces programmes-là, nous avons discuté de l'ensemble de ces programmes et je voudrais remercier le président pour le temps que nous avons passé ensemble. Health initiatives and leadership around gender equality. Forum Galien, 5e édition. La cérémonie a eu lieu également ce vendredi au Palais de la République sous le thème de la couverture sanitaire universelle. Cette année, le prix Galien n'a pas été décerné, une confirmation du sérieux dans la sélection des candidatures. Le président Macky Sall voit de potentiels récipiendaires parmi ses partenaires navires d'honneur que sont les chercheurs et nouveaux agrégés de l'UCAD. Le Forum Galien est une initiative dédiée à la recherche et à l'innovation dans le domaine de la santé, notamment en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition qui a été couplée avec le 2e prix Galien Afrique, mais également
toujours depuis le début, sous le patronage et la présidence effective de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Je voudrais remercier en particulier le président Macky Sall. C'est un immense honneur pour moi de me retrouver à côté de quelqu'un qui a fait énormément pour la science, la technologie et l'innovation en Afrique. Remerciant du fond du cœur celui sans qui le Forum et le prix Galien n'auraient jamais pu naître. Un visionnaire, un leader charismatique et un humaniste. Cette année, le thème porte sur l'accélération de la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle, dans une démarche inclusive. Au Sénégal, nous avons lancé cette politique de couverture sanitaire universelle, appelée couverture maladie universelle, en 2013. Et nous avions fait le même constat sur le peu de pénétration de cette politique vers les populations. Il a fallu innover en créant une CMU élève pour rentrer dans le milieu scolaire, mobiliser les élus pour que les collectivités accompagnent les élèves, mobiliser également la classe politique et la société civile pour que l'enrôlement des catégories qui jusque-là étaient exclues de ce champ puisse se faire. Aujourd'hui, avec les mutuelles de santé qui sont disséminées à travers le pays et avec le soutien qui a été porté à ces mutuelles, nous avons un taux qui dépasse les 53-54%. Le prix Galien, deuxième édition, n'a pas été décerné cette année. C'est une confirmation du sérieux dans la sélection des candidatures. Le chef de l'État voit déjà de potentiels récipiendaires l'année prochaine parmi les universitaires de qualité. Ces invités spéciaux qui offrent un exemple. Les performances réalisées, en plus de la première place de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans le classement des universités de l'espace francophone d'Afrique, confirme une fois de plus la qualité de notre système universitaire. Je vous en félicite vivement, chères lauréates et chers lauréats, de même que vos encadreurs, avec tous mes vœux de succès pour la suite de vos carrières. Je voudrais distinguer parmi vous à nouveau Madame Maria Faye, première femme sénégalaise agrégée de néphrologie, et Monsieur Khadim Diong, agrégé de parasitologie, mycologie, lauréat du prix du doyen André Guazé. Vraiment, toutes nos félicitations, vous nous donnez une grande fierté. Revenons au prix Galien Afrique. Nous avons été impressionnés sur le fait qu'après sélection, eh bien, le jury n'a retenu personne. Donc il faut continuer, comme vous l'avez dit, à faire de l'advocacy, à davantage vulgariser le prix Galien Afrique, à davantage intéresser, mais peut-être aussi à augmenter la mise. Professeur Eva Maricol, je crois que aussi le prix n'est pas très bien doté en matière de ressources. Il faudrait qu'on le renforce un peu. Et là, je fais un clin d'œil à nos partenaires de la Fondation Bill and Melinda Gates, la Fondation également Warren Buffett et à moi-même, État du Sénégal, pour que nous puissions renforcer quelque peu ce prix Galien Afrique, pour le mettre à la hauteur des grands prix, comme celui du CAMES que j'ai donné, et qui récompense pour 100 millions de francs CFA, à peu près 200 000 $ chaque année, 3 lauréats. Avec son homologue de Guinée-Bissau, Omaro Sissoko Embalo, le président Macky Sall honore donc le Forum Galien. 2 conventions ont été signées. Le premier entre l'État du Sénégal et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies. Le second est un accord de financement de Africa, CDC Union africaine, en faveur de l'Institut Pasteur de Dakar.
Direction la capitale française où le Sénégal a fait une belle moisson à 100 milliards d'appuis budgétaires directs, 100 autres milliards destinés au projet de souveraineté alimentaire. 6 accords, 5 feuilles de route, ce sont là quelques résultats du séminaire intergouvernemental France-Sénégal présidé hier par le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, et son homologue de la France, Elisabeth Borne. Retour sur les temps forts de cette journée d'échange avec nos envoyés spéciaux à Paris, à Khalidou Bey et à Ramdaw. Au château de Champs-sur-Marne, à une vingtaine de kilomètres de Paris, 3 choses étaient au rendez-vous ce 8 décembre 2022. Convivialité, solennité, efficacité. Après la restitution des travaux entre jeunesse française et sénégalaise, après le tête-à-tête entre premiers ministres, les entretiens bilatéraux des ministres, la réunion plénière avec les 2 délégations, le séminaire intergouvernemental France-Sénégal a fait place nette aux signatures. En tout, 6 accords, 5 feuilles de route, de nombreux secteurs couverts. Transition écologique, éducation, emploi, numérique, agriculture, santé, culture ou défense, notre partenariat s'incarne et se développe dans de nombreux domaines. Les 5 feuilles de route que nous avons adoptées et les 6 accords que nous avons signés aujourd'hui en témoignent. Ces accords marquent nos convergences de vues et l'amitié entre nos 2 pays. Ils sont aussi le fruit de la dynamique portée par les présidents Emmanuel Macron et Macky Sall pour renforcer encore les liens entre la France et le Sénégal. Dans un contexte de crise majeure et de relance économique, le Sénégal pourra compter sur une feuille de route entièrement dédiée à l'émergence. Les appuis à ce niveau sont conséquents. Aujourd'hui, nous avions besoin d'un soutien budgétaire direct pour soutenir notre économie. Je ne parle pas de pré-projet, mais je parle d'un soutien budgétaire direct. Et la France accepte de mettre à notre disposition une enveloppe assez substantielle qui devrait permettre, à mon avis, de soulager l'économie sénégalaise. On parle de 100 milliards de francs CFA, soit 150 millions d'euros. Maintenant, les modalités pratiques sont en discussion parce qu'il y a toujours beaucoup d'éléments à régler pour arriver à débloquer un appui budgétaire. Sur la période 2019-2023, la France apporte une contribution à hauteur d'1,5 milliard d'euros à la politique d'émergence du Sénégal. Cela fait de la France le premier pays contributeur au développement pour le Sénégal. Au-delà de tout, il y a la jeunesse, première des priorités, dira la première ministre française. Nous voulons notamment encourager les échanges universitaires entre la France et le Sénégal. Ces mobilités croisées, initiées lors du sommet de Montpellier, sont l'occasion pour des jeunes de nos 2 pays de mieux se connaître et de bâtir des projets communs. Nous poursuivons nos efforts communs en soutien au campus franco-sénégalais, qui compte déjà 1200 étudiants inscrits dans 25 formations dispensées par 35 établissements français et sénégalais. Nos discussions avancent également vers la mise en place d'une école franco-sénégalaise ou encore l'expérimentation d'hybridation des programmes scolaires sénégalais et français. Développement, santé et agriculture durable composent la 3e feuille de route. La 4e est axée sur la défense et la sécurité. La 5e sur la mobilité et la migration. Le séminaire intergouvernemental France-Sénégal a pris fin sur des engagements concrets. Le projet de souveraineté alimentaire du Sénégal va aussi bénéficier d'un appui de 100 milliards de francs CFA de la France. Ramdaw, autre fait notoire, le Sénégal est le seul pays subsaharien avec qui la France tient un séminaire intergouvernemental. Le Premier ministre Amadou Ba a salué les relations solides et multiformes entre les 2 pays. Il n'y a pas de problème entre les 2 pays, a-t-il souligné. Nous l'écoutons toujours au micro de nos envoyés spéciaux. Sur le plan bilatéral, nous nous sommes félicités de la relation de confiance entre la France et le Sénégal. Le seul problème entre nos 2 pays, Madame la Première ministre, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y en a aucun. Nous nous sommes félicités également des bonnes performances économiques du Sénégal,
qui projette une croissance de 10% l'année 2023. Ainsi, lors de nos échanges, nous avons revisité les principaux aspects de notre coopération. Dans le même sillage, nous avons aussi salué la création du campus franco-sénégalais de Dakar, que nous allons soutenir davantage. Nous avons aussi parlé et évoqué le sujet relatif aux 15 000 étudiants sénégalais qui vivent aujourd'hui sur le territoire français. Tout ceci est bien entendu en lien avec la question de la jeunesse, je l'ai dit tout à l'heure, de la formation et de l'insertion professionnelle, qui a été le thème principal de ce 5e séminaire. Je vous l'annonce également en début de journal, le Forum pour la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en Afrique se tient donc samedi à Dakar. Il sera présidé par le président de la République, Macky Sall, au Centre international de conférence Abdou Diouf CICAD. À la veille de ce rendez-vous, qu'en est-il de la situation au Sénégal? On fait l'état des lieux avec Ramatadem. Après la variole, la poliomyélite a été éradiquée en Afrique en août 2020. Malheureusement, dû à 2 facteurs, la poliomyélite aurait tendance à vouloir réapparaître dans certaines zones. On a eu récemment, en 2022, des poliovirus sauvages venus de Pakistan ont infecté des pays comme le Malawi et le Mozambique, où le poliovirus sauvage a circulé malheureusement. Donc, et il y a également un autre phénomène, notamment le vaccin polio oral qui est utilisé peut, sous certaines conditions, être, comme on dit, devenir un poliovirus dérivé, parce que c'est un vaccin vivant qui est utilisé, peut dériver et créer une paralysie comme un polio. Donc, c'est les conséquences d'un vaccin polio oral utilisé. D'où l'introduction du vaccin injectable qui va remplacer au fil du temps le vaccin oral. En décembre, durant ce mois même, on est en train de capaciter vraiment le personnel pour l'introduction de la 2e dose. Il y avait la première dose, mais là, on compte introduire la 2e dose. Et cette 2e dose de vaccin contre la poliomyélite, dans sa forme injectable, c'est cette dose-là qui va vraiment freiner la circulation du virus, mais aussi de nous permettre d'arrêter tout ce qui est flambée épidémique. Il faut également noter que la vaccination a fait reculer de nombreuses maladies qui jadis réduisaient l'espérance de vie des enfants de 0 à 5 ans. Si on prend l'exemple de la rougeole, quand j'étais interne au début des années 2000, nous avions une salle d'urgence où la moitié des enfants étaient atteints de rougeole grave, compliqué, avec un taux de mortalité qui était extrêmement élevé. Et depuis que les stratégies de vaccination ont été déroulées, les cas de rougeole sont devenus extrêmement rares. Pour preuve, nos étudiants, lorsqu'on a des cas sporadiques qui arrivent à l'hôpital, ne savent pas reconnaître c'est quoi la rougeole. Donc la vaccination est vraiment, je pense que c'est la stratégie qui a permis de réduire le plus la mortalité chez les enfants. On peut prendre d'autres exemples. Les méningites de l'enfant étaient très courantes. Chaque jour, on pouvait avoir une dizaine de cas de méningite purulentes chez les enfants. Donc les méningites, ce sont les infections du système nerveux, des méninges. Et maintenant, c'est devenu exceptionnel. Si on a un cas de méningite avéré, c'est peut-être une fois dans la semaine. Et la maladie qui est d'actualité actuellement, qui va faire l'objet de la rencontre avec le président de la République, c'est la poliomyélite. On ne voit plus de cas de poliomyélite au Sénégal depuis plusieurs années. Au niveau du district Dakar-Centre, précisément au centre de santé Gaspard Camara, un centre de référence en matière de vaccination, les indicateurs sont plus que satisfaisants. L'impact est énorme. Aujourd'hui, pour la poliomyélite, par exemple, durant toute l'année, on a eu 3 cas suspects qui ont été prélevés, qui ont été amenés à passer. Ils sont tous revenus négatifs. C'est-à-dire que nous, on n'a pas en tout cas enregistré de cas positifs confirmés de poliomyélite au niveau du district Dakar-Centre. Pour la rougeole, par contre, on a parfois des épisodes, ce n'est pas des épidémies, parce que cette année, on a eu 53 cas
suspects de rougeole qu'on a notifiés, qu'on a prélevés, et 6 sont revenus positifs. Dans d'autres districts de Dakar également, il y a des cas de rougeole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des efforts, en tout cas, doivent être faits, en tout cas, pour les enfants qui n'ont pas reçu le dose de rougeole. Dû à la COVID-19, la couverture vaccinale de base en Afrique en 2021 est tombée au niveau de celle de 2015. Ce qui fait que des épidémies de maladies évitables par la vaccination continuent de se propager dans certaines communautés sous-immunisées. C'est ainsi que le président de la République, Macky Sall, en sa qualité de président de l'Union africaine, a décidé d'organiser et d'accueillir le Forum pour la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en Afrique. Afin de remobiliser les chefs d'État sur la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination et d'amener les décideurs politiques à travers le continent à soutenir l'initiative, ceci pour renforcer les financements et permettre aux États à faire face aux stratégies vaccinales. Ramatadem, pour en parler justement, nous recevons sur ce plateau Dr Barnabé Ning, directeur général de la santé publique. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Alors Dakar accueille demain le forum pour la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Pourquoi ont-elles rendez-vous quand on sait qu'il y a quelques années l'OMS avait déclaré le continent exempt du poliovirus sauvage? Merci beaucoup. Je peux tout de suite dire que les raisons sont liées à des motivations historiques, des considérations historiques, des considérations géographiques et des considérations environnementales. De 1988 à 2000, le monde a activement travaillé pour éradiquer la poliomyélite. À l'époque, les experts avaient mis en place des stratégies qui devraient aboutir à cette éradication. En 2012, on a constaté qu'on n'avait pas éradiqué la poliomyélite. Une année importante à souligner parce qu'en 2012, le monde a décidé de faire de l'éradication de la poliomyélite une urgence mondiale de santé publique. À partir de cette décision, toutes les stratégies devraient être revues en hausse et en puissance. En 2020, enfin, la région africaine a été déclarée éradiquée, donc l'éradication de la poliomyélite a été certifiée dans la région Afrique de l'OMS. Et maintenant, de 2022 à 2026, nous sommes dans le nouveau plan d'éradication de la poliomyélite, d'où le thème du forum. Parce qu'on a dit vaccination et éradication. Vaccination parce que c'est la méthode préventive la plus efficace. Éradication parce que le monde tient à supprimer, à éliminer la circulation du virus dans le monde. Et enfin, de 2012 à 2022, c'est 10 ans, mais pour nous, au Sénégal, c'est très important. 2012, c'est l'année où son Excellence M. Macky Sall a pris service comme chef de l'État. Et il fait partie des décideurs qui ont dit urgence mondiale de santé publique, il faut éradiquer la poliomyélite. 10 ans après, il reçoit l'Afrique, il reçoit le monde pour relancer cette lutte. Voilà pourquoi hier, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, nous a dit, assurément, c'est le premier champion. Rapidement, les raisons géographiques et les raisons environnementales. Au plan géographique, nous avons constaté que le virus, dans sa forme sauvage, circule encore dans quelques pays au monde. Il s'agit essentiellement de l'Afghanistan et du Pakistan. Et comme le virus voyage, donc en 2022, il est venu en Afrique, surtout en Afrique australe. Et enfin, les raisons environnementales, les variants du virus sont dans la nature. Il faut que nous puissions protéger la population grâce à la vaccination pour que ces variants ne soient pas à l'origine de nouveaux cas de poliomyélite. Docteur, pour être plus précis, l'année dernière, vous l'avez dit, le Sénégal a connu une vingtaine de cas de polio après plusieurs années de répit. C'est dû à quoi exactement? Expliquez-nous. Excellente question. Je tiens à préciser que, en retraçant l'histoire de la poliomyélite de 1988 à 2022, en réalité, la dernière fois que le Sénégal a eu un cas de poliomyélite dû au virus sauvage, c'est-à-dire le virus dans sa forme originelle, en réalité, c'était en 2010. Le tout dernier cas de poliomyélite au Sénégal dû au virus dans sa forme sauvage.
les cas qui ont été notifiés en 2021 sont liés à des variants de ce virus. Et donc c'est une information. Autrement dit, le virus a varié. Ce virus qui a varié est dans la nature. Donc il faut reconsidérer les méthodes de prévention, il faut reconsidérer les méthodes de diagnostic, il faut reconsidérer globalement les méthodes de lutte contre ce virus, d'où l'urgence de ce forum et d'où la pertinence de ce nouveau plan 2022-2026. Docteur, dites-nous, est-il possible aujourd'hui de surveiller la circulation du virus dans les eaux usées? Est-ce que cette piste est explorée ici au Sénégal? Parfaitement. Et c'est l'occasion de magnifier cet esprit d'approche et de collaboration intersectorielle et finalement multisectorielle. Si nous considérons les principales mesures de lutte contre la poliomyélite, il y a la vaccination, donc il y a la méthode de prévention. Parallèlement à cette vaccination, il y a la surveillance de la maladie au niveau humain. Et le Sénégal aujourd'hui fait partie des pays champions dans la surveillance environnementale du virus. Au titre de cette surveillance environnementale, parce que le virus circule, donc le Sénégal a mis en place un cadre de collaboration entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'ONAS. Ainsi, dans la région de Dakar, dans la région de Diourbel, dans la région de Kaolack, dans la région de Tambacounda et dans la région de Ziguinchor, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'ONAS ont mis un dispositif de prélèvement périodique au niveau des zones de captage, des zones d'épuration plutôt, excusez-moi, des centres d'épuration d'eau, pour vérifier est-ce qu'il y a la présence du virus. J'aurais pu dire que, comme il est éliminé par les sels, quand il va dans la terre, on pourrait le retrouver. Cette surveillance, chaque fois qu'on fait les prélèvements, ils sont examinés au niveau de l'Institut Pasteur. D'ailleurs, ce sont des équipes de l'Institut Pasteur de Dakar qui procèdent au prélèvement et qui procèdent également à l'analyse au niveau des laboratoires. C'est une surveillance qui nous donne beaucoup de satisfaction parce que, un, nous en avons les compétences techniques. Deux, nous recueillons des informations qui nous permettent de mettre à jour régulièrement les différentes approches de surveillance de la poliomyélite pour mieux la prévenir au Sénégal. Autre constat, docteur, lors des campagnes, on note une certaine réticence des parents. Aujourd'hui, quel langage tenir pour justement rassurer la population? Oui, merci infiniment pour cette question, parce que la vaccination, globalement, a fait ses preuves dans le monde depuis qu'elle a pris naissance et au fur et à mesure qu'elle s'est développée. La vaccination au sens global. Quand je prends la poliomyélite, donc qui est la maladie dont nous parlons ce soir, imaginez combien de cas de poliomyélite nous avions avant le développement de la vaccination et constatez que depuis 12 ans, le Sénégal n'a pas un seul cas de poliomyélite dû à la forme sauvage. Covid-19 nous a rappelé que les virus, en particulier les microbes en général, voyagent en même temps que les êtres humains. Donc si aujourd'hui nous savons, nous, population sénégalaise, que le virus, dans sa forme sauvage, est dans quelques pays dans le monde, d'une part, et si nous savons que le virus a muté, le virus a des variants qui sont dans l'environnement, d'autre part, c'est suffisamment de raisons pour nous protéger grâce à la vaccination. Voilà pourquoi, la semaine prochaine, le ministère de la Santé et de l'Action sociale va innover dans la vaccination contre la poliomyélite, puisque désormais, au Sénégal, les enfants vont recevoir 2 doses du vaccin injectable contre la poliomyélite qui, d'une part, va les protéger et d'autre part, va empêcher qu'il y ait des variants qui circuleraient dans la nature. Donc notre appel, notre invitation, c'est autour de notre conviction. Et notre conviction, c'est sur la base de nos constatations scientifiques et techniques. La vaccination contre la poliomyélite reste l'arme reconnue mondialement comme étant la plus efficace, la plus accessible. Au passage, je rappelle que de par la volonté du chef de l'État, la vaccination est totalement gratuite au Sénégal. Donc, c'est aux parents de venir à la rencontre des agents de santé pour que tous nos enfants soient vaccinés et qu'ils soient tous exempts de poliomyélite. Au regard de toutes ces contraintes, quelle stratégie, docteur, mettre en place pour mettre fin à ce fléau? D'abord, nous réjouir que demain, nous allons recevoir encore de la vigueur et de la motivation, parce qu'à travers ce forum qu'accueille le Sénégal, c'est tout l'accompagnement
dont le ministère de la Santé et de l'Action sociale va bénéficier à travers l'autorité du chef de l'État. Alors, que dans chaque famille, que dans chaque village, que dans chaque quartier, si nous parlons langage communautaire, que dans chaque arrondissement, dans chaque département et dans chaque région, si nous parlons un langage administratif, chaque Sénégalais se constitue en acteur pour la pleine promotion de la vaccination contre la poliomyélite, premièrement. Deuxièmement, que chaque Sénégalais sache que nous surveillons la poliomyélite particulièrement chez les enfants de moins de 15 ans. Et nous faisons des prélèvements lorsque nous constatons qu'un enfant souffre de ce que nous appelons une paralysie flasque aiguë, donc une perte de motricité, une perte de mobilité sur des membres inférieurs. Donc dès qu'une famille a un enfant qui, du jour au lendemain, se met à boitiller ou à boiter, que ce parent veuille bien l'amener dans la structure de santé la plus proche. Nous-mêmes, nous allons faire les prélèvements, nous allons les transporter à l'espace de Dakar, nous allons les examiner, et si c'est la poliomyélite, nous allons traiter l'enfant. Et enfin, que chaque parent, que chaque Sénégalais soit aussi cet acteur conscient que les variants du virus sont dans l'environnement. Voilà pourquoi l'État du Sénégal, à travers ses départements ministériels, organise la surveillance épidémiologique de la poliomyélite à travers des mesures environnementales. Docteur Barnabé Gningue, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la santé publique. En tout cas, bons travaux pour ce forum qui s'ouvre demain. Merci, madame. La suite du marathon budgétaire, plus de 129 milliards de francs CFA alloués au ministère des collectivités, de l'aménagement et du développement des territoires, soit une hausse de plus de 10 milliards de francs CFA. Les parlementaires sont revenus sur la politique de décentralisation du gouvernement. Ils ont également évoqué la situation des agents des collectivités territoriales. Le ministre Mamadou Talla est revenu sur les acquis notés dans le secteur de la décentralisation. Ibrahim Ndong. Ils étaient plus d'une centaine à se succéder au pupitre. Occasion pour les parlementaires de revenir sur l'augmentation significative des fonds de dotation et les fonds d'équipement depuis 2012. Une situation qui a permis aux collectivités de faire des réalisations importantes dans les territoires. Toutefois, certains députés ont souhaité le renforcement de la politique de décentralisation en octroyant plus de moyens aux entités décentralisées. Ils se sont prononcés sur le budget consolidé d'investissement, sur la fonction publique locale, entre autres. Les parlementaires ont aussi exhorté le ministre à accélérer son processus d'opérationnalisation. La grève des travailleurs des collectivités territoriales a été aussi au menu. Pour eux, des dispositions doivent être prises pour le règlement définitif de ce problème. La question de la revalorisation du statut des maires et des adjoints aux maires a été également soulevée. Répondant aux préoccupations des députés, le ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires est revenu sur les avancées notées dans le secteur de la décentralisation. Pour l'état civil, il déclare que le programme NECAL est dans une bonne dynamique. D'ailleurs, l'État va numériser, sécuriser et digitaliser l'état civil. L'objectif est de permettre aux Sénégalais de disposer facilement de pièces d'état civil. Concernant la grève, la tutelle informe qu'un recensement exhaustif des agents est en train d'être fait pour régler définitivement cette question. À l'issue des questions-réponses, les députés ont adopté le budget du ministère des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires. Il est arrêté à la somme de plus de 129 milliards, un budget qui a connu une hausse de plus de 10 milliards de francs CFA. Toujours pour l'année 2023, le ministère des Sports est doté d'une enveloppe de 23 milliards de francs CFA. Face au parlementaire, Yankhoba Diattara a décliné sa feuille de route, notamment dans la réalisation des infrastructures sportives. Objectif, armer le Sénégal pour recevoir les compétitions internationales Abdouad. À peine rentré du mondial, le ministre des Sports s'attaque déjà au chantier. Malgré un budget à la baisse, Yankhoba Diattara garde ses ambitions à la hausse. Devant les députés, le ministre des Sports positionne le Sénégal pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2027. Pour accueillir un tel événement, Yankhoba Diattara reste conscient des défis à relever, notamment sur le plan des infrastructures. En effet, 6 à 8 de nos stades doivent répondre aux normes internationales. Le chantier s'annonce immense, mais le ministre des Sports juge cet objectif accessible.
Dans ce sillage, il annonce la construction d'un stade à Saint-Louis pour 16 milliards, associé au stade Maître Abdoulaye Wade, Ely Manel Fall, Aline Sitoé Diatta, Léopold Sédar Senghor ou encore le stade Lat Dior de Thiès. Parallèlement, sur instruction du chef de l'État, le ministre travaille sur la mobilisation de fonds afin de doter 26 des 45 départements du Sénégal d'infrastructures sportives. Articulé autour de 3 programmes, le budget consacre 86% de son montant au développement de la pratique et des infrastructures sportives. Un choix qui épouse la vision du ministre de faire du sport un moteur de développement socio-économique. Il annonce ainsi la création de l'Office de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives, dont les recettes pourront servir à l'entretien. Pendant plusieurs heures d'échange, les députés sont revenus sur la pratique sportive et la réalisation d'infrastructures. À la majorité, ils ont arrêté le budget du ministère à 23 milliards 400 millions de francs CFA. La sécurité, la formation, l'équipement des forces armées, l'augmentation des infrastructures, quelques sujets retenus lors du vote du budget du ministère des Forces armées. Une séance qui n'a pas trop duré en longueur. À l'issue des débats, les parlementaires satisfaits des réponses du ministre Sidiki Kaba ont approuvé le budget pour cet exercice 2022-2023. Moussa Mané. C'est à l'unanimité que les députés ont voté le budget du ministère des Forces armées. Mais avant, ils étaient nombreux à prendre la parole, soit pour poser des questions ou saluer le caractère républicain de notre armée. Les parlementaires ont magnifié sa montée en puissance, qui est une nécessité aujourd'hui vu le contexte sécuritaire qui a évolué dans le temps et dans l'espace. Face à cette situation, l'armée sénégalaise continue aujourd'hui son maillage territorial, de même que la gendarmerie nationale. Les députés ont aussi évoqué le cas de l'hôpital principal et des garnisons qui accueillent aujourd'hui beaucoup de personnes malades. Ils souhaitent le renforcement des équipements médicaux. La paix en Casamance, la surveillance de nos frontières, surtout vers l'est du pays, sont aussi des préoccupations des députés. Ils ont souhaité aussi un renforcement des moyens de surveillance du territoire national. Autre point évoqué, le vol du bétail. Même si le phénomène a baissé d'intensité grâce aux brigades de proximité et aussi à la surveillance, il sévit encore dans d'autres zones pastorales. Autre aspect évoqué par les députés, la formation et l'équipement des troupes. Ils ont souhaité le renforcement des équipements. Les soldats en opération extérieure aussi ont attiré l'attention des parlementaires. Prenant la parole, le ministre des Forces armées a insisté d'abord sur le concept armée-nation, un concept mis en avant depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Il est aussi revenu sur le professionnalisme de notre armée, ce qui fait qu'elle est sollicitée partout dans le monde pour des missions de maintien de la paix. Le ministre est aussi revenu sur le plan de développement de notre armée avec des piliers fondamentaux comme la formation avec l'Institut de défense du Sénégal, le renforcement des équipements et des infrastructures. Pour finir, le ministre a annoncé que les demandes pour les brigades de proximité sont légitimes, mais il faut des critères. Sidiki Kaba a tenu à remercier les députés pour l'attention qu'ils accordent aux forces armées sénégalaises. Nous restons avec le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, qui a visité la zone militaire. Numéro 4, c'est dans la région de Tambacounda. Sur place, vous allez le voir, il a inauguré plusieurs infrastructures dans le camp militaire. Mamadou Lamine Dramé, salle, simulateur, centre de garnison, interarmée, garderie d'enfants, pour ne citer que cela. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie et de travail des soldats, nous dit Tidiane Cissé. C'est en compagnie du chef d'état-major des armées, le gouverneur de la région de Tambacounda et les autorités locales que le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a procédé à une série d'inaugurations au camp militaire Mamadou Lamine Dramé de Tambacounda. Au total, il a réceptionné 7 infrastructures. Par le choix du président de la République, Macky Sall, de venir avec le chef d'état-major général des armées, de procéder à l'inauguration ce matin de 7 infrastructures qui ont changé complètement l'environnement du camp, la vie des militaires et évidemment celle des populations de Tambacounda. Je voudrais les citer, la garderie, où nous avons eu des enfants heureux et joyeux qui nous ont accueillis par des chansons. Nous avons vu une boulangerie moderne, bien équipée, qui a fait du pain et qui a fait aussi des gâteaux. C'est une très bonne chose et qui est alliée aussi avec la cuisine. Une cuisine moderne. Là où nous tenons notre conférence de presse, c'est le lieu où le commandant de zone va habiter.
À cela s'ajoute également le centre médical de garnison interarmée, le simulateur de tir et une garderie d'enfants. Des infrastructures qui ont donné une grande satisfaction au ministre des Forces armées. J'y associe les populations de Tambacounda, qui, par leur présence massive, ont montré leur adhésion, leur gratitude et leur reconnaissance, particulièrement au président de la République, Macky Sall, mais surtout en l'occasion, ici, au chef d'état-major général des armées, le grand commandant et ses services qui ont eu à accomplir alors des choses qui sont très, très, très importantes et qui nous montrent que notre armée est sur le chemin de la modernisation et que nous constatons une montée en puissance. Le simulateur de tir, qui est la chose qui me paraît la plus importante du point de vue militaire ce matin, parce qu'il sera donné aux militaires la capacité opérationnelle de pouvoir ainsi être dans les conditions optimales d'utilisation des armes lourdes et des armes légères. Ces nouvelles infrastructures ont non seulement changé le visage du camp militaire Momodou Lamine Dramé, elles vont permettre également d'améliorer l'environnement et la vie des militaires. Autre rendez-vous, le Maroc, seul représentant de l'Afrique en quart de finale. L'équipe fera face au Portugal demain à 15h GMT. Cet après-midi, les Lions de l'Atlas ont effectué leur dernière séance d'entraînement à Doha. Auparavant, il y a eu la conférence de presse de veille de match pour l'entraîneur du Maroc, Walid Regragoul. L'objectif, c'est créer la surprise et se qualifier en demi-finale au nom de l'Afrique et du monde arabe. Plus de précision sur place avec Ibrahim Moupa. De la bonne humeur à la séance de veille de match du Maroc au complexe Al-Douhaïl. Un groupe sans pression, beaucoup de concentration et d'application. Le Maroc a rendez-vous avec l'histoire ce samedi. C'est la 4e fois pour l'Afrique, donc on est un porte-drapeau. On ressent aussi cette pression, mais c'est une pression positive. Maintenant, on veut rentrer dans l'histoire. Avec notre mentalité qu'on a depuis le début, avec notre qualité de jeu. On a encore un match important pour rentrer encore plus dans l'histoire et on est très motivé pour réussir notre challenge. Mais on respecte beaucoup le Portugal, on les a observés. Ils sont à leur niveau, des attaquants de très haut niveau. Ils savent aussi qu'on est une bonne équipe, je pense. Et ça va être un match qui va être équilibré, qui va jouer sur les détails comme en 8e de finale. Après avoir sorti l'Espagne au tir au but, les Lions de l'Atlas ont plus d'ambition, même si physiquement, le 8e de finale a laissé des traces. On a un seul souci aujourd'hui, si c'est pour être un peu négatif, parce que j'ai donné beaucoup d'optimisme, c'est que nous, on a joué beaucoup de grosses cylindrées depuis le début de la compétition. On a lâché beaucoup d'énergie. Quand on a regardé les parcours un peu des quarts de finalistes africains avant, quand même, ils avaient eu un parcours plus ou moins pas facile, mais nous, on a joué quand même la Croatie, on a joué la Belgique, on a joué le Canada, qui est une des meilleures équipes en Amérique du Nord, qui a fini devant les États-Unis. Et là, on s'est pris l'équipe qui te fait le plus courir en 8e de finale, c'est l'Espagne. Et pour en quart de finale, avoir le Portugal, une des meilleures équipes au monde. Mais c'est un super challenge, justement, on n'a rien à perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le challenge, il est de réitérer les mêmes exploits. Et en plus, si on passe, il n'y aura même pas de... je pense qu'il n'y a personne qui ne pourra plus parler après cet exploit si on arrive à le faire, parce qu'on n'aura joué que des gros. Jouer contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, un challenge de taille. Les hommes de Walid Regragui savent que la tâche sera difficile, mais le Maroc compte créer encore la surprise. Plus tard, ça se terminera, mieux ce sera pour nous et pour le peuple. Mais l'objectif, c'est de leur faire comprendre justement que pour le moment, ouais, c'est bien, mais on peut encore faire plus et mieux. Et à partir du moment où ils vont penser comme ça, on continuera à être difficile à battre. Le jour où ils vont commencer à se satisfaire de ce qu'on a fait, ça veut dire qu'on n'aura pas progressé. Donc le nuage, nous, c'est ce que je leur dis, et même pour moi ou même pour eux, on n'y est pas encore, nous, dans le nuage. On n'a rien fait. On a juste déjoué quelques pronostics de quelques universités ou de quelques logiciels qui donnaient la Belgique en 8e de finale et qui donnaient je ne sais pas quelle équipe en quart de finale. Aujourd'hui, ça veut dire que toutes ces statistiques de XG, de possession, de Harvard, ils ont fait des tirages et ils ont toujours eu raison qui allait gagner la Coupe du Monde. Nous, on est là pour
pour embêter tout ça, pour dire qu'en fait, dans le football, c'est peut-être un des seuls sports où tout est possible. Lors de la séance d'entraînement de veille de match, certains joueurs ont fait du vélo à l'écart du groupe. Romain Saïs, Youssef Ennestri et Sofiane Amrabat se sont contentés de quelques tours de terrain. Walid Regragui a tenu à les ménager pour plus de fraîcheur physique face au Portugal. De l'autre côté, l'entraîneur du Portugal, Fernando Santos, pense que ce sera un match difficile face à une équipe du Maroc forte et bien organisée. Joao Félix lui soutient que le Portugal a bien étudié son adversaire et compte miser sur ses forces pour gagner ce match. Nous les écoutons en conférence de presse. Est-ce que le Maroc a des similitudes avec l'équipe de la Suisse? Non, ils vont présenter un jeu différent. Il s'agit d'une équipe très forte, robuste. Je ne sais pas si c'est une équipe qui est plus favorite qu'une autre, je m'en fiche. Cette équipe a disputé 4 matchs avec 2 victoires et 2 nuls. La seule équipe qui a eu 7 points lors de la phase de groupe, nous avons marqué 4 buts, encaissé 1. 4-1, une très bonne moyenne qu'aucune équipe égale. Il s'agit d'une équipe très organisée, de très bonne qualité, avec un potentiel. Nous voyons les joueurs qui évoluent à Chelsea, notamment Paris Saint-Germain, Bayern de Munich. Est-ce que ces 2 matchs seront les mêmes? Non. Ils jouent et évoluent dans une très petite partie du terrain. Il faut donc surmonter cette tâche. Une équipe, encore une fois, robuste. Et je ne vais pas parler des joueurs à l'échelle individuelle, mais ils ont un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Je pense que toutes les équipes que nous avons affrontées lors de cette Coupe du Monde ont chacune leur style de jeu et le Maroc n'y fait pas exception. Ils ont leur manière de jouer. Nous avons déjà analysé certains des points positifs et négatifs, leurs forces et leurs faiblesses. Il s'agira d'un match compliqué. Il s'agit ici des quarts de finale et tout peut arriver. Nous les avons déjà étudiés. Nous savons ce que nous devons faire et ce qu'il faut faire pour éviter un match difficile. Nous connaissons leurs forces et nous miserons sur un match qui nous permettra de décrocher la victoire. En direct de Doha, justement, nous retrouvons Ibrahima Mboupo. Bonsoir Ibrahima. Grosse surprise cet après-midi, l'élimination du Brésil par la Croatie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Ibrahima? Bonsoir Anne-Marie Gomis. Surprise, oui, parce que beaucoup attendaient cette équipe du Brésil en finale. Beaucoup attendaient le sacre du Brésil avec une génération exceptionnelle, il faut le dire, avec Neymar, Marquinhos, Thiago Silva, Vinicius. Mais le Brésil n'a pas pu dominer cette équipe croate. Incroyable équipe croate qui a concédé un but dans les prolongations et qui a su trouver les ressources pour revenir au score à la 117e minute et aller au tir au but, dominer cette équipe brésilienne. Il fallait le faire. Surprise non, parce que cette équipe de la Croatie est une équipe expérimentée, une équipe vice-championne du monde en 2018 avec Luka Modric et ses coéquipiers. C'était donc une équipe qui connaissait ce niveau de la compétition. La Croatie est un petit pays d'à peine 4 millions d'habitants et qui vient de se qualifier pour sa 3e demi-finale de Coupe du Monde, 6e participation de la Croatie et 3 demi-finales de Coupe du Monde. C'est une sacrée performance. Ibrahima, dans l'autre match, l'Argentine qui élimine les Pays-Bas. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette rencontre? Oui, la différence s'est faite au tir au but. Les Argentins ont été beaucoup plus efficaces. En plus, ils ont eu un gardien, Martinez, qui a su arrêter 2 pénaltys des Néerlandais, mais l'Argentine l'a échappé belle dans cette partie puisque l'Argentine menait au score 2-0 et les Néerlandais sont revenus au score, au mental et c'est au tir au but que ça s'est fait et l'Argentine va se retrouver en demi-finale et l'Argentine aura comme adversaire mardi prochain cette équipe croate qui a sorti le Brésil cet après-midi.
Ibrahima, dernière question. Demain, toute l'Afrique aura les yeux rivés sur le match du Maroc. Les Lions de l'Atlas ont-ils les atouts pour mettre en difficulté le Portugal? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Cette équipe du Maroc a les atouts pour dominer le Portugal. Le Maroc a éliminé l'Espagne, qui est un grand pays de football, une grande nation de football. Maintenant, demain, le Maroc fera face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Le Portugal qui a un réel potentiel, un groupe de qualité. Dans ce match, le Portugal est favori. Walid Regragui l'a même reconnu en conférence de presse. Le Maroc sera l'outsider. Mais aujourd'hui, le Maroc est super motivé après avoir éliminé l'Espagne. Le Maroc va jouer pour l'Afrique. Le Maroc va jouer pour le monde arabe. C'est son premier quart de finale de Coupe du Monde. L'enjeu est de taille et les Lions de l'Atlas savent qu'ils peuvent écrire une grande page de l'histoire de leur football en se hissant en demi-finale de Coupe du Monde, ce qui sera une première pour l'Afrique, une première pour le monde arabe. Voilà, merci donc Ibrahim Mboup en direct de Doha. Chez nous, la SONES investit 18 milliards pour améliorer l'accès à l'eau potable dans la banlieue dakaroise. Plusieurs ouvrages sont actuellement en construction, dont des réservoirs, des châteaux d'eau et des canaux de distribution. Une délégation des bailleurs a visité les travaux. Compte rendu à Amidou Diop. Ce sont les ouvrages hydrauliques de la phase 2 de KMS3. À Guédiawaye, la SONES est en train de réaliser un réservoir au sol de 10 000 m3, une station pompage de 6 300 m3/h vers Malika, 2 châteaux d'eau de 2 500 m3 chacun à Ndiarem Limamoulaye et à Golf et une conduite de distribution. Ceci va permettre de sécuriser tout ce qui est l'aspect stockage, mais parallèlement aussi, ce qu'il faut savoir, il y a un réseau de distribution qu'on est en train de faire. Donc cette conduite aussi va permettre de renforcer le réseau existant, mais parallèlement aussi, on est en train de faire tout ce qui est densification de réseau au niveau de la banlieue, à travers des conduites qui varient entre 200 et 300 mm. Mais cette conduite de distribution qui va quitter ici, au niveau de ce château d'eau qui est de diamètre 800 mm, ça va permettre de sécuriser une conduite qui est présentement juste à côté, qui dessert tout ce qui est la banlieue de diamètre 600. Au total, plus d'1 million de personnes verront leurs conditions d'accès à l'eau potable améliorées dans les localités de Guédiawaye, Padoua, Parcelles Assainies, Malika et Yeumbeul. Les ouvrages que nous avons vus avec des niveaux d'avancement très élevés, d'abord depuis Ndiarem Limamoulaye avec le plus grand château d'eau du Sénégal en termes de hauteur, 50 mètres sous radier, c'est la première fois. Et sauf meilleur avis, c'est même le premier château d'eau en Afrique qui a cette hauteur-là. La station de pompage ainsi que le réservoir au sol au niveau de la VDN 3 vont permettre à quasiment l'ensemble de la banlieue de Dakar, qui se situe dans le département de Guédiawaye, d'avoir une bien meilleure qualité dans son alimentation en eau. Coût des investissements, 18 milliards de francs CFA. Un financement de l'État du Sénégal avec l'appui de la Banque africaine de développement qui a permis la réalisation de ce projet qui sera mis en service en 2023. Amine Diop, dans la même dynamique, le système d'addiction en eau multi-village de Kerbala, c'est dans la commune de Nguer-Malal qui vient d'être mis en service par le PUDC. Le programme d'urgence de développement communautaire met ainsi fin à une vieille doléance des populations de cette localité de la région de Louga. Papouna Diawa. La mobilisation des populations de Kerbala est à la dimension de l'événement. Ce système d'adduction en eau multivillage vient éteindre une vieille doléance. Grâce au PUDC, le liquide précieux coule désormais dans ce village situé dans la commune de Nguer-Malal. Nous vous disons un grand merci. Ce nouveau forage vient en appoint à l'ancien qui tombait fréquemment en panne, ce qui nous causait d'énormes difficultés. Raison pour laquelle nous avons tout fait
pour sortir de cette situation. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu et remercions vivement le président Macky Sall. Nous pouvons dire que nous avons bénéficié de ces réalisations. Nous remercions le président Macky Sall qui a donné instruction au PUDC, ce programme qui a vraiment beaucoup fait pour Nguer Malal. Le début d'exploitation se chiffre à 60 m3/h et le château d'eau a une capacité de 150 m3, ce qui permet de desservir 8 villages à la ronde. Je remercie l'équipe du PUDC, le coordinateur, pour dire qu'en tout cas, nous voyons de visu les réalisations que le président est en train de faire dans l'ensemble du territoire. Et ça, c'est apprécié, c'est palpable. Il y a des réalisations que les gens parlent, mais quand les gens voient, ils disent que ça, c'est palpable. Et ça, même si c'est palpable, il faudrait que ces populations se l'approprient. En tout cas, ici, je sais que les populations sont toutes contentes vraiment de cette réalisation. Maintenant, ce qui a lieu de faire, c'est la gestion. Plus de 5500 personnes sont directement impactées par cet ouvrage réalisé grâce au partenariat Banque africaine de développement PUDC. La contribution de la banque dans le PUDC est en phase avec les orientations de la banque. Comme vous le savez, la banque, depuis 2015, a identifié 5 priorités importantes. La première priorité, c'est, disons, industrialiser l'Afrique, donner de l'énergie et éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer les conditions de vie des populations. Et cela entre en phase avec les différents secteurs couverts par le projet que nous avons financé dans le cadre du PUDC. L'ouvrage de Kër-Baldasséye nous a coûté à peu près un peu plus de 200 millions. Et les populations ont compris quand même qu'avec ce niveau d'investissement, ces ressources qui sont mobilisées pour construire cet ouvrage, elles ont compris qu'elles doivent vraiment veiller à la bonne gestion de cette infrastructure, quelles que soient les difficultés qui peuvent survenir. Parce que, disons-le, on sait que l'eau est source souvent de conflits. Nous les avons sensibilisés sur cette question. Nous pouvons être optimistes par rapport à la bonne gestion de cet ouvrage et par rapport justement à la pérennisation de cette infrastructure qui sera gérée par l'ASUFOR et donc par les populations elles-mêmes. 4 autres ouvrages de cette dimension sont en cours dans la région de Louga où le PUDC a déjà réalisé et mis en service un total de 42 systèmes d'adduction en eau multivillages. Il s'agit pour le programme de faire en sorte que l'eau, source de vie, soit disponible en qualité et en quantité suffisante partout où le besoin se fait sentir dans le monde rural. Le reste de l'actualité à l'étranger est marqué ce soir par l'accord cadre obtenu en début de semaine par l'Union africaine et l'ONU entre les autorités militaires et des groupes révolutionnaires. Un accord donc salué par la communauté internationale. Le document prévoit le soir d'un Premier ministre chargé de mener une nouvelle phase de transition de 24 mois. Le récit de Seydina Alfal. L'ONU, l'Union africaine et plusieurs pays ont salué cet accord de sortie de crise entre civils et militaires au Soudan. Un accord qui intervient après de multiples tentatives pour sortir de l'impasse. La signature s'est déroulée en présence du représentant spécial de l'Union africaine et celui de l'ONU. Les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont également salué cet accord qualifié de premier pas essentiel vers l'établissement d'un gouvernement dirigé par des civils et la définition de dispositions constitutionnelles pour guider le Soudan dans une période de transition aboutissant à des élections. Nous affirmons le retrait complet des militaires du processus politique. Cette mesure devrait être accompagnée du retrait des forces politiques de la période de transition en réponse aux demandes des révolutionnaires. Les militaires doivent retourner dans les casernes, tandis que les partis politiques doivent se diriger vers les élections. L'accord prévoit que les signataires civils devront choisir un premier ministre chargé de mener une nouvelle phase de transition de 24 mois. Il prévoit aussi
de s'entendre sur un agenda qui inclut la justice transitionnelle et les réformes des services de sécurité. Sur le papier, l'accord se veut la première phase d'un processus qui va s'achever dans un mois par la conclusion d'un accord plus ambitieux. Pour les Soudanais, ça devrait être le retour de l'espoir après plus d'un an de crise politique et économique. C'était le mot, mais fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.